Chers étudiants, soyez les bienvenus à cette première séance du chapitre 2 concernant les méthodes d'échantillonnage. Dans le chapitre 1, nous avons eu l'occasion de voir comment calculer la taille d'échantillon suffisante ou nécessaire pour représenter une population mère. Par exemple, pour une population de 5000 employés, disons que la taille calculée, c'est 100 employés. Donc on peut étudier ou prendre des informations auprès de 100 employés au lieu de prendre toute la population mère pour gagner du temps et de l'argent aussi, comme nous l'avons dit. Maintenant, la question c'est quoi? Une question très importante, c'est quels sont les individus de l'échantillon? Quels sont les éléments qui doivent appartenir à l'échantillon? Ça aussi, bien sûr, c'est très important. Parce que les 100 employés que nous devons prendre parmi 5000 ne doivent pas être pris n'importe comment. Par exemple, si l'entreprise, ou dans l'entreprise, on trouve, par exemple, 50% de femmes, 50% d'hommes, donc intuitivement, vous allez me dire que l'échantillon, il doit aussi avoir la même répartition. Et ça, c'est vrai. Donc là, vous voyez, nous réfléchissons à ce que, les éléments de l'échantillon ne doivent pas être pris n'importe comment. Si par exemple quelqu'un prend 100 employés hommes, donc là on va tous se dire que non, ce n'est pas bon pour représenter cette population. Donc comment prendre d'une bonne façon les éléments dans notre échantillon pour qu'ils soient représentatifs de la population mère? Voilà, donc nous avons deux choses essentielles pour un échantillon, pour qu'il soit un très bon échantillon. D'abord, la taille suffisante et ensuite, les éléments à l'intérieur de l'échantillon, ils ont été pris d'une manière scientifique, d'une manière qui puisse représenter très bien la population mère. Voilà tout ça, c'est tout ça qui conduit finalement à une bonne estimation des caractéristiques de la population. Très bien. Donc, je vous explique ce premier diapo introductif, et ensuite on passe aux différentes méthodes d'échantillonnage. Donc, il faut savoir qu'il y a deux grandes méthodes d'échantillonnage. Donc, soit on prend notre échantillon de façon aléatoire ou probabiliste, soit on applique l'échantillonnage empirique. Il faut savoir que s'il existe deux grandes méthodes, cela ne veut pas dire qu'on a le choix entre les deux a priori. C'est-à-dire, normalement, on doit commencer par appliquer l'échantillonnage probabiliste, parce que c'est lui qui représente l'avantage d'appliquer les règles statistiques, et en fin de compte, on va tomber sur de bonnes estimations statistiques de la population mère. Donc normalement, on doit appliquer d'abord l'échantillonnage probabiliste ou aléatoire. Et lorsque on ne peut pas l'appliquer, je vais vous parler par la suite des problèmes qui existent. Par exemple, on ne trouve pas la base de sondage, c'est-à-dire par exemple pour les employés, on ne trouve pas la liste des 5000 employés selon les caractéristiques qu'on cherche. Donc, soit il n'existe pas, soit on ne peut pas nous la donner, donc les secrets de l'entreprise, etc. Donc finalement,
S'il n'existe pas, donc on ne peut pas travailler avec l'échantillonnage probabiliste. Donc là, on applique l'échantillonnage empirique. Alors, d'une façon générale, je vous explique la différence entre les deux. Et puis, on va bien sûr connaître ces deux grandes méthodes par la suite d'une façon détaillée. Donc, l'échantillonnage probabiliste, comme vous voyez sur le diapo, c'est un échantillon, donc c'est-à-dire on construit un échantillon dans lequel chacune des unités de la population a une probabilité connue et différente de zéro d'appartenir à cet échantillon. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que chaque individu de la population ou chaque unité, hein, au départ, elle a la même probabilité que les autres. C'est ça un échantillonnage vraiment probabiliste. Donc, il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage probabiliste, mais l'idée, c'est quoi? C'est que euh, euh, on, on- on ne fait pas de différence entre les éléments de la population. C'est-à-dire chacun il a le droit, chacun il a une chance de faire partie de la population. Euh, et ça c'est important, ça c'est important pour appliquer les règles statistiques. Euh, C'est-à-dire encore, lorsque je dis à quelqu'un d'aller prendre les éléments de l'échantillon, donc il ne, il ne fait pas de discrimination d'une catégorie par rapport à une autre, où, d'accord, où il fait des choix personnels. Donc les choix qu'il fait, ils sont scientifiques. C'est ça, disons, d'une façon globale, l'échantillonnage probabiliste. L'échantillonnage empirique, ben, c'est-à-dire on essaie le maximum possible, à partir d'informations a priori sur la population étudiée, de construire un échantillon qui lui rassemble autant que possible. Là, donc, on va voir, il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage empirique. La méthode la plus utilisée, la plus connue, c'est l'échantillonnage par quota. Donc, on applique des pourcentages qui existent pour la population mère à notre échantillon. Et de cette façon, des pourcentages qui concernent les caractéristiques principales de la population. On ne va pas prendre l'ensemble, disons 3 ou 4 caractéristiques principales, et on prend les éléments de notre échantillon, sachant qu'il est calculé de taille scientifique toujours, bien sûr, c'est-à-dire les 100 employés calculés de la même façon, comme nous l'avons étudié, et la répartition de ces 100 échantillons, ben, il va prendre les pourcentages, on va garder les mêmes pourcentages de base par rapport aux critères importants au sein de la population. Donc on le construit nous-mêmes, mais ce n'est pas d'une façon subjective, c'est aussi d'une façon qui garde donc, la même représentation au sein de la population. L'échantillonnage probabiliste, on suit une certaine méthode avec des chiffres. Donc, on ne sait pas, même nous, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais lorsqu'on applique d'une bonne façon ces règles, vous allez le voir, ben, généralement, on tombe sur un très bon échantillon, qui c'est l'échantillon aléatoire. Voilà, je vais passer par la suite au diapo suivant. Merci. Alors, donc, pour ce qui est de l'échantillonnage probabiliste, la première méthode, c'est de prendre un échantillon aléatoire simple. Simple, c'est-à-dire, ça c'est l'échantillon aléatoire de base. Donc on suit les étapes suivantes. On constitue
la base de sondage, c'est-à-dire nous devons avoir la liste complète de tous les individus de la population. Si on prend toujours l'exemple des employés, donc on doit avoir la liste complète de tous les employés et bien sûr à côté, disons les caractéristiques voulues, c'est-à-dire une liste qui comprend tous les employés avec leur nom, prénom et par exemple les caractéristiques, euh, disons l'âge, le salaire, l'ancienneté dans l'entreprise, etc. Et bien sûr, dans cette liste, on ne doit pas répéter des personnes, ni bien sûr omettre ou oublier d'autres. Donc, c'est la liste complète, sans répétition ni omission. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces individus de la population? Ben, il faut les numéroter. Ce n'est pas suffisant d'avoir les noms et prénoms. Bon, pour chaque employé, un numéro. Donc on commence par, disons, le premier, on lui donne le chiffre 1, ensuite 2, 3, jusqu'au dernier, par exemple, et là le numéro 5000. Parce que par la suite, on va travailler avec des chiffres et non pas avec les noms ou prénoms des personnes. Alors, après la numérotation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les N individus de l'échantillon, parmi les N individus de la base, et cela en suivant la table des nombres aléatoires. Donc les 100 individus, par exemple, les 100 individus que nous avons calculés pour notre échantillon, bon, on va les prendre suivant la table. Donc je vous explique comment utiliser la table des nombres aléatoires. Et cela en passant au diapo suivant. Donc voici un extrait de la table des nombres hasard. Donc parfois on dit nombre de hasard, parfois les nombres aléatoires, c'est la même chose. Donc le hasard ou aléatoire sont deux notions qui se rapportent à celle de probabilité. Donc lorsqu'on a une expérience qui se fait au hasard, par exemple, je lance un dé équilibré, vous connaissez le dé qui comporte 6 faces. Donc le hasard, c'est lui qui fait que on a les mêmes probabilités pour chaque face, chacune 1 sur 6, et la somme des probabilités, c'est 1. Donc vous voyez, le hasard, ça veut dire que rien n'intervient dans cette expérience qui la perturbe et qui donne plus de chances à certains éléments que par rapport à d'autres. Donc le hasard, c'est vraiment, c'est-à-dire les chances qu'on a au départ pour les éléments, on les garde à la fin de l'expérience. Donc, je vous explique comment l'utiliser. Partant, donc, on doit choisir un point de départ, donc un numéro. Là, vous avez les numéros composés de 2 chiffres, donc on choisit n'importe quel numéro à l'intérieur de cette table. On commence par 0,2 qui se trouve en haut à gauche. On peut commencer par 0,8 qui se trouve aussi en haut et à droite. Donc on peut commencer n'importe où nous voulons. Mais on doit choisir. Donc on choisit un point de départ. Disons, par exemple, on va choisir le point de départ 0,2 qui se trouve en haut et tout à fait à gauche. Et par la suite, il faut choisir un sens de déplacement. Donc, on a le choix, soit on part à droite, soit on descend en bas. Donc, par exemple, je vais choisir la direction à droite. Donc, les numéros 02, 22, 85, 19, etc. Alors, quels sont les éléments ou bien les numéros que je vais prendre dans mon échantillon?
D'abord, combien de chiffres je dois prendre? Ça dépend des chiffres de la population. La population, par exemple, c'est 5000 employés. Donc 5000, c'est 4 chiffres. 5, 0, 0, 0. 4 chiffres. Donc je vais prendre des numéros de 4 chiffres. Donc le premier, étant donné le point de départ et la direction, le premier c'est 0222. C'est-à-dire c'est le numéro 222. Donc je vais prendre ce numéro parce que ça existe dans la liste. Donc le premier employé, donc désigné dans mon échantillon, l'échantillon, je vous rappelle, toujours dans cet exemple qui se compose de 100 employés. Donc le premier employé parmi ces 100, c'est celui qui porte le numéro 222. Ensuite, je vais au numéro 8519, mais ce numéro, il n'existe pas dans la liste, puisque la liste, c'est maximum jusqu'à 5000. Donc, je vais à l'autre numéro, donc c'est 4874. Est-ce qu'il existe dans la liste? Oui, il existe. Donc, je vais le prendre. C'est le deuxième employé de l'échantillon. Ensuite, 5524, non. 8969, non. 1553, oui. C'est le troisième employé de l'échantillon. Et par la suite, c'est 0020, donc c'est le numéro 20. 8848, non. 9508, non. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais à la ligne qui vient par la suite. Donc, je commence par le chiffre à gauche, tout à fait à gauche, 85, avec 76. Donc, c'est le numéro 8576. Non. 3451, oui. Donc, 3451, c'est le cinquième employé de l'échantillon. Donc, je répète, pour voir aussi si je ne me suis pas trompé. Donc, le premier, c'est 222. Le deuxième, c'est 4874. Le troisième, c'est 1553. Le quatrième, c'est le numéro 20. Oui. Et le cinquième, c'est le numéro 3451. Et ainsi de suite. Donc, on continue de cette façon jusqu'à prendre les 100 individus de l'échantillon. Et par la suite, donc, dans la liste, je sais que le numéro 222, c'est monsieur tel et tel qui habite dans tel endroit, qui a un certain âge, etc. Donc, c'est lui que je dois prendre ses caractéristiques. Et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, si vous continuez, vous pouvez continuer à la maison le maximum possible jusqu'à 20, jusqu'à 30, si vous voulez, d'accord? Et ce que je veux dire, c'est que cette table est vraiment intéressante parce que tout le monde est là. Dans l'entreprise, la population totale, tout le monde est là une chance d'appartenir à l'échantillon, bien sûr a priori, c'est-à-dire au début, tout le monde a la même probabilité et ainsi de suite. Tout le monde a la même probabilité d'appartenir à l'échantillon. Et lorsqu'on prend une personne, pour la deuxième, donc tout le monde est là aussi la même probabilité d'appartenir, ainsi de suite. Donc, comme vous voyez, nous avons pris le numéro 222. Ensuite, nous sommes allés vers 4800 et quelques. Ensuite, c'est 1553. Ensuite, nous sommes revenus à numéro 20. Donc, il n'y a pas une catégorie précise dans laquelle les éléments de l'échantillon sont concentrés. Par exemple, on trouve beaucoup ceux qui ont les numéros 1000 à partir de 1000. Non, donc vous voyez qu'il y a une diversité. Donc parfois c'est 20, parfois c'est 120, parfois. Donc on prend tout le monde. Il a des chances d'appartenir à l'échantillon. Ça c'est vraiment l'échantillon aléatoire, c'est-à-dire chacun est là la même probabilité que les autres d'appartenir. Dans chaque désignation, chacun est là la même probabilité.
Alors, je vous donne aussi un autre exemple pour utiliser la table. Disons que cette fois-ci, la population, c'est seulement 500. L'échantillon, ce n'est pas la taille de l'échantillon, ce n'est pas important pour l'utilisation de la table. Ça peut être par exemple 40, disons. Donc, je vais prendre 40 parmi 500. Alors, puisque la population c'est 500, donc je vais prendre des numéros de 3 chiffres. Maintenant, je vais choisir un autre point de départ, par exemple 0,8 que vous voyez à l'extrémité droite en haut, et je vais descendre en bas pour vous montrer comment utiliser la table. Donc, si je descends, le premier individu de l'échantillon ou employé, c'est le numéro, combien? Ce n'est pas 874. Attention, il faut prendre seulement 3 chiffres. Donc, c'est 087, c'est le numéro 87. Est-ce que ça existe dans la liste? Oui, ça existe. La liste, c'est de 1 jusqu'à 500. Donc, le premier employé, c'est le numéro 87. Ensuite, le numéro, c'est combien? Regardez bien, c'est 490. Est-ce qu'il existe dans la liste? Oui, il existe. C'est le deuxième employé de l'échantillon. Ensuite, l'employé qui porte le numéro 154. Oui. Le quatrième, c'est 455. Oui. Ensuite, le numéro 791. Non, ça n'existe pas dans la liste. Après, c'est 993. Là aussi, ça n'existe pas dans la liste. 103. Oui. Et ainsi de suite. Donc, je répète, je commence. Je prends 3 chiffres. Je commence par 0,8. En haut, à l'extrémité droite, et je descends. Donc, le premier élément de l'échantillon, c'est 087. Donc, c'est le numéro 87. Ensuite, c'est 490, deuxième. Après, donc, c'est 154, 455. Lorsque je trouve 791, non, je ne le prends pas parce que ça n'existe pas dans la liste complète des 500 employés. Et ainsi de suite. Et si donc vous descendez jusqu'en bas, vous remontez donc à partir du plus haut, c'est-à-dire à partir de 95, et ainsi de suite. Voilà. Et je passe au diapo suivant. Alors, l'échantillon aléatoire systématique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est prendre les éléments de notre échantillon d'une façon aléatoire et en suivant un pas chaque fois. Chaque fois, on fait un pas. Donc, c'est pour cela qu'il est dit systématique. Alors, donc, on suit les étapes suivantes. Donc, on calcule le pas de sondage. Donc, on a bien sûr la population totale, on a la taille de l'échantillon, donc on fait la division, grand N sur petit n, ça donne le pas de sondage. Il ne faut pas le confondre bien sûr avec le taux de sondage. Le taux de sondage, c'est plutôt petit n sur grand N, donc c'est le taux de la population qu'on a sondé. Mais ça, bien sûr, c'est le pas de sondage. Alors, ensuite, on tire au hasard un nombre i entre 1 et le pas de sondage. Donc, on prend un nombre au hasard. Au hasard, donc, ça veut dire que là aussi, ce n'est pas nous qui vont choisir ce numéro. Par exemple, on peut demander à quelqu'un de nous donner un chiffre entre 1 et le pas de sondage. Bon, on va le voir avec l'exemple juste après. Alors, troisième chose, donc comment se fait la sélection? Donc, on commence par son nombre i, et par la suite, ça va être le deuxième élément de l'échantillon, ça va être i plus le pas de sondage. Le troisième, c'est i plus 2 fois le pas de sondage. Et le dernier individu de l'échantillon, il portera le numéro i plus n-1 fois le pas de sondage. N, petit n, c'est bien sûr le
la taille de l'échantillon. Alors, comme exemple, on va prendre une liste de 32 étudiants, numérotés de 1 à 32. C'est bien sûr notre population totale. Et on va prendre de cette population un échantillon de 10 étudiants selon la méthode du pas systématique. Donc, je vous explique dans le diapo suivant. Donc, voici la liste des 32 étudiants, donc numérotés de 1 à 32. Donc, Mustafa, c'est numéro 1, Rachida, numéro 2, etc. jusqu'à Iman, numéro 32. Donc, ça, c'est la base de sondage ou la liste complète des individus de notre population. Alors, comment choisir un échantillon aléatoire systématique de taille 10? Donc, première chose, on calcule le pas de sondage. Donc, c'est 32 sur 10, 3,2. Donc, si vous avez des virgules, vous prenez le chiffre entier le plus proche. Le plus proche de 3,2, c'est 3. Si vous avez 3,1, 3,2, 3,25, 3,27, 3,31, etc., vous prenez 3. À partir de 3,55, 3,6, 3,58, 3,67, etc., vous prenez 4. Ensuite, deuxième chose, on choisit au hasard un chiffre entre 1 et le pas de sondage qui est 3. Comment choisir? Ce n'est pas à nous de le faire. Par exemple, demande à quelqu'un d'autre de nous donner un chiffre entre 1 et 3. Et par exemple, il prend 2. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre et non pas nous? Parce que nous devons rester neutres pour que la procédure soit vraiment aléatoire. Imaginons que c'est moi qui, disons, le responsable de l'échantillonnage qui choisisse, et il choisit le point de départ 1, sachant qu'il sait déjà que c'est Mustafa qui est le numéro 1 dans la liste. Donc c'est comme s'il veut volontairement que Mustafa soit dans l'échantillon. Donc, on doit rester neutre. Tout le monde doit avoir la même probabilité d'appartenir à l'échantillon. Donc, si je fais l'expérience du choix au hasard, c'est que, donc, par exemple, ce n'est pas moi qui choisis, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, le point de départ, c'est par exemple I égale à 2. Et troisième chose, donc, on prend les individus de notre échantillon à partir de l'individu numéro 2, le point de départ, et puis on ajoute chaque fois le pas de sondage. Donc 2 plus 3, 5, le numéro 5, 5 plus 3, le numéro 8, le numéro 11, jusqu'au dernier individu dans notre échantillon, qui est le numéro 29. Donc 29, si on veut voir est-ce que la règle s'applique, donc 29 doit être égal à I plus N-1 fois le taux, fois le pas de sondage. Donc I c'est 2 plus N-1 plus 10-1 c'est 9 fois 3 le pas de sondage. Donc 2 plus 9 fois 3 c'est 2 plus 27 c'est 29. Voilà, c'est juste. Donc les individus de l'échantillon vont être Rachida, numéro 2, Younes, le numéro 5, jusqu'à Samira, le numéro 29. Alors, donc ça c'est l'échantillonnage aléatoire systématique. Donc vous voyez que dans cet échantillonnage, on a obligé notre échantillon à ce qu'on passe par l'ensemble de la population. Donc vous voyez 2, 5, 8 jusqu'à 29, sachant que la population c'est entre 1 et 32. Donc c'est une bonne chose, même si cela n'est pas, disons, aléatoire à 100%. Mais ça reste aléatoire. Mais je veux dire que ce n'est pas comme la méthode de la table. C'est la méthode de la table qui est purement aléatoire.
c'est-à-dire aussi que le meilleur échantillon, c'est l'échantillon aléatoire simple. Mais parfois, donc, on peut aussi choisir de faire l'échantillon aléatoire systématique. Donc, disons que lui, il vient en deuxième place. Deuxième place par rapport, disons, à la qualité ou à l'importance de l'échantillon. La qualité par rapport aux estimations statistiques qui vont se faire par la suite. Donc, le meilleur échantillon qui garantit les estimations des caractéristiques de la population d'une très bonne façon, c'est l'échantillon aléatoire simple. Et, disons, par la suite, c'est en deuxième place, c'est l'échantillon aléatoire systématique. Il y a aussi, donc, dans cet exemple-là, on peut se trouver avec ce résultat suivant, c'est que à la fin, surtout pour les gens qui font des remarques par rapport aux catégories de l'échantillon, donc on trouve que là, avec l'échantillon aléatoire systématique, nous avons choisi 4 filles et 6 garçons. C'est ce que nous avons comme résultat. Si nous avons pris un autre point de départ, nous pouvons avoir un autre résultat. Nous pouvons avoir, par exemple, 6 filles et 4 garçons. D'accord. Donc, mais finalement, c'est ça le résultat avec ce choix. Avec ce choix aussi, avec un certain choix aussi pour la méthode aléatoire simple, dans la table des nombres au hasard, et en prenant comme point de départ 0,2, que vous connaissez, qui se trouve à l'extrémité gauche en haut, et en partant à droite, donc on a pris les individus qui ont les numéros 02, 22, 19, etc. Donc revenez au cours, vous allez trouver plus de détails. Donc à la fin, le résultat, c'est quoi? C'est que on a choisi 3 filles et 7 garçons. Donc les deux méthodes, ils sont aléatoires, mais il se peut qu'en les appliquant, on se trouve avec cet inconvénient, c'est-à-dire une catégorie qui est plus que représentée qu'une autre. Donc pour certains, ils voient que l'échantillon, il doit être aléatoire, certes, mais il doit aussi respecter disons, la représentativité des catégories. Donc, si vous voyez que ce n'est pas bon, vous pouvez appliquer donc l'échantillonnage stratifié. C'est ce qu'on va voir avec le diapo suivant. Alors, on arrive à l'échantillon aléatoire stratifié. Donc, pour les gens qui voient que l'échantillon doit respecter nécessairement la représentativité des catégories qui se trouvent dans la population mère et qui choisissent toujours de prendre l'échantillon d'une façon aléatoire, vous avez cette solution, échantillon aléatoire et stratifié. Donc nous allons voir deux types de stratification. La première, c'est la stratification proportionnelle, et puis on va voir la stratification optimale. Alors, la stratification proportionnelle, donc on divise la population en groupes homogènes, appelés strates. Donc, homogène par rapport au sexe, par rapport à l'âge, par rapport à la catégorie socio-professionnelle, etc. Et puis, on tire au hasard un échantillon représentatif à l'intérieur de chaque strate. Alors, on va connaître cette méthode avec l'exemple. Donc, on va partir du même exemple, donc la même liste
de 32 étudiants. Et on veut choisir 10 étudiants de façon aléatoire stratifiée. Et notre variable de stratification, ça va être le sexe. Donc nous avons donc deux catégories. Donc les filles, d'un côté, c'est la strate numéro 1, et les garçons, d'un autre côté, c'est la strate numéro 2. Donc je vais passer au diapo suivant pour plus d'explications. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la numérotation? Donc, au lieu de numéroter tout le monde donc de 1 jusqu'à 32, donc on numérote les garçons à part et les filles à part. Comme vous voyez, donc garçon numéro 1 c'est Mustafa, G1, garçon numéro 2 Younes, etc. jusqu'à garçon numéro 15 qui est Rachid. On fait la même chose pour les filles. La fille numéro 1 c'est Rachida, la fille numéro 2 Esma, etc. jusqu'à la fille numéro 17 Imen. Donc nous avons 17 filles et 15 garçons. C'est-à-dire à peu près moitié-moitié, et les filles sont un petit peu plus que les garçons. Alors notre population, c'est taille 32. Notre échantillon, c'est 10. Sachant que, donc, ça c'est, bien sûr, c'est un exemple, mais théoriquement, ce n égale à 10, on l'a trouvé avec le calcul tel qu'on l'a appris dans le chapitre 1. Donc, le calcul de la taille a donné que c'est 10. Alors, donc, donc nous allons prendre 10 étudiants parmi 32. Alors, pour que cet échantillon soit représentatif, il faut que donc, le nombre de filles dans l'échantillon, il faut qu'il soit pris de telle façon que on respecte les pourcentages que nous avons pour les filles. La même chose pour les garçons. On va prendre un nombre de garçons qui respecte le pourcentage que nous avons pour les garçons dans la population. Donc nous devons avoir ces deux égalités que vous voyez sur le diapo. Donc petit nf sur petit n égale à grand nf sur grand n. Donc petit nf, c'est le nombre des filles dans l'échantillon par rapport à l'ensemble de l'échantillon qui est de 10, doit être égal au nombre de filles dans la population par rapport à la population totale, grand N, qui est 32. Donc, NF, c'est égal à grand NF sur grand N sur petit n. Donc, c'est 5,13 filles. Donc, là aussi, on prend. Donc, il y a des virgules, mais bien sûr, pour les personnes, il n'y a pas de virgule. Donc, on prend le chiffre entier le plus proche. Donc, c'est 5 filles. Et comme vous voyez pour les garçons, nous avons 4,68. Donc, on va prendre 5 garçons. Voilà, donc notre échantillon total de 10, il doit être divisé de cette façon. C'est 5 filles et 5 garçons. Voilà. Et là, comme vous voyez, donc, on a respecté donc, la représentativité de ces deux catégories dans la population. Reste à quelles sont les 5 filles qui vont faire partie de l'échantillon, quels sont les 5 garçons aussi de l'échantillon. Ce n'est pas à nous de les choisir, disons, d'une manière subjective, c'est de façon aléatoire. Donc, et comment choisir de façon aléatoire? Donc, on a, disons, le choix. Le meilleur choix, c'est de prendre la table, c'est d'utiliser la table. Et comme deuxième choix, vous pouvez aussi appliquer la méthode du pas systématique.
Donc maintenant, quelle que soit la méthode aléatoire utilisée, le résultat, c'est toujours, vous aurez toujours, bien sûr, 5 filles et 5 garçons dans votre échantillon. Donc le résultat final, c'est quoi pour l'échantillon aléatoire stratifié? C'est donc un échantillon qui respecte la représentativité des catégories de la population et aussi qui reste aléatoire. C'est-à-dire, comme dans l'exemple, les filles choisies, les 5 filles choisies de l'échantillon ou les 5 garçons, ils sont choisis de manière aléatoire, c'est-à-dire au hasard, c'est-à-dire on est resté neutre. Ce n'est pas nous qui avons choisi subjectivement les individus de l'échantillon, c'est avec la méthode de la table ou du pas systématique. Voilà, ça. Donc, c'est ça ce que veut dire échantillon aléatoire stratifié.